Merci Florent Robert d'être avec nous ce soir. Merci le wagon. Le premier apéro talk de la soirée. On les applaudit. Lionel, c'est à toi. Donc, bonsoir à tous. Donc, bienvenue à ce premier apéro talk du wagon. Donc, ce soir, nous sommes contents d'accueillir Florent Robert, qui est cofondateur d'iBruno. Donc, moi, c'est Lionel. Je fais partie du batch 100 du wagon qui a commencé ce lundi. Et iBruno, c'est quoi? iBruno, c'est une application qui nous permet de mettre des sous de côté, très simplement. Donc, Florent, pour démarrer, première question, est-ce que tu peux nous parler de toi et des débuts d'iBruno? Bien sûr. Déjà, pour commencer, je suis très heureux d'être ici. Je vous remercie de m'accueillir. Avant toute chose, je vais parler de moi. Je vais aussi te parler de mon associé Louis Chavannes. On a un biais, j'annonce tout de suite le biais de sélection pour le wagon. Mon associé dirige le wagon Marseille. Donc je suis encore plus content d'être là ce soir. Pour parler de moi, je m'appelle Florent Robert, j'ai 30 ans, j'ai une formation d'ingénieur et de mathématicien. J'ai travaillé 7 ans en banque et j'ai fondé Bruno il y a exactement 1 an. Pour parler un peu des grandes étapes, ma formation s'est faite à moitié en France, à moitié en Angleterre. Suite à mon master en mathématiques, je suis parti travailler dans les banques, à moitié en tant que trader, à moitié en tant que stratégiste. D'abord à Londres, puis à Hong Kong. Il y a eu un moment assez déterminant dans ma vie, qui a été quand j'ai quitté une banque française pour une banque canadienne, où j'ai découvert le code. J'ai découvert une banque qui avait cessé d'utiliser Excel et qui utilisait Python. Et ça a été assez déterminant pour la suite de ma carrière. J'ai appris le code un peu sur le tas, par moi-même, en faisant pas mal de conneries, ce qui était un problème parce que je travaillais sur les marchés financiers. Par la suite, j'ai changé de banque, j'ai recontinué à travailler en Python. Et pendant tout ce temps-là, j'étais resté en contact avec mon associé, avec Louis, qui était lui resté en France, qui lui était pas du tout parti vers le dark side comme moi après son école d'ingénieur. Il était parti directement en web, dans une data agency, où il a travaillé comme product manager pendant 5 ans, où il recrutait des gens qui sortaient du wagon. Il a bougé à Marseille pour fonder le wagon Marseille. Et pendant tout ce temps-là, on se parlait beaucoup de la convergence entre les techniques du web et celles de la finance. Et on se rendait compte qu'en fait, finalement, c'est 2 domaines qui sont assez proches. Et nous, ce qui nous fait kiffer, c'est la data. Plus il y en a, plus on est content. Et un domaine où il y a énormément de données, c'est bien sûr la finance. Un domaine où il y en a encore plus, c'est vraiment les données de transactions des utilisateurs. Les banques détiennent aujourd'hui une mine d'or qui sont en fait vos données de transactions, vos historiques de transactions. Et on trouvait que personne ne l'utilisait de façon particulièrement innovante. Avec notamment nous, ce qui a été la ligne directrice avant la création de Bruno, c'est dire nous, on va être capable d'apporter un aspect prédictif à la donnée bancaire. Et c'est comme ça qu'a commencé Bruno. Moi, un jour, je travaillais à Hong Kong dans l'ICC, je travaillais au 81e étage. J'ai claqué ma démission et j'ai déménagé à Marseille. J'avais jamais foutu un pied dans le sud de la France. Et c'est comme ça que j'ai commencé Bruno. L'aventure a commencé assez vite. On a fait le MVP en même pas 3 mois. En décembre 2016, on avait le premier bot sur Messenger qui pouvait se connecter à 240 banques en France et vous donner le solde de vos comptes directement dans Messenger. C'est comme ça que Bruno a commencé. D'accord, donc merci. Tu as beaucoup parlé de données, donc j'imagine, et de bots. Donc je voulais savoir, par rapport à votre com et Bruno, comment vous faites pour ne pas tomber dans un discours qui peut pas être
peut-être des fois pas très compréhensibles autour de l'IA, des bots, tout ça. Comment vous faites votre com Ouais, c'est une super bonne question. Ça touche à la pédagogie que tu vas avoir autour de ton produit. Déjà, pour commencer, pour expliquer ce qu'on fait avec Bruno, c'est pas non plus trivial. Avec Bruno, en fait, vous arrivez chez nous, on opère comme plateforme bancaire. On va ouvrir pour vous un compte Bruno, et ce compte, il va être automatiquement alimenté par votre compte courant. Vous n'avez pas à changer de banque pour venir chez Bruno. On fonctionne avec, donc, comme je le disais, 240 banques en France, aujourd'hui même un peu plus. Et ensuite, ce compte Bruno, une fois par semaine environ, il va être alimenté par un montant qui dépend de vos récentes transactions, qui dépend de vous, de ce qu'on peut analyser grâce à vos données bancaires. Et c'est un montant qui va être adapté à vos besoins. C'est-à-dire que nous, on va être capable de détecter le montant exact que vous pouvez mettre de côté cette semaine. Si cette semaine, vous allez 4 fois au resto et que vous sortez, il est possible que Bruno ne vous fasse pas du tout mettre d'argent de côté. En fait, il peut même aller jusqu'à vous dire « Est-ce que tu veux retirer de ton compte Bruno vu comment tu es en train de dépenser sur ton compte courant ?» Mais il est capable d'aller détecter justement cette poche d'argent que vous n'utilisez pas et qui ne devrait pas être sur votre compte courant. Et comme ça, avec votre compte Bruno, vous avez un compte qui grossit de façon assez indolore, de façon très progressive, et vous êtes capable d'avoir ce compte qui vient gérer eh bien, votre épargne, donc, avec ça vos projets, vos plus gros achats, que ça peut être à la fois acheter un canapé dans 4 mois, comme gérer le futur, vous voulez un jour acheter un logement, ou vous voulez économiser pour l'arrivée d'un enfant. C'est le compte Bruno qui doit gérer aujourd'hui ses projets de vie. Donc déjà, là je pense que j'ai mis au moins une bonne minute pour vous expliquer le compte Bruno. C'est déjà un premier step dans la pédagogie. La deuxième chose qu'il y a, c'est que comment on explique le fonctionnement du compte Bruno. Nous, on a choisi de dire, voilà, la façon dont le montant est calculé, le montant qui va partir de votre compte courant pour aller vers ce compte Bruno, on le fait avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, justement, c'est un problème, parce que l'intelligence artificielle, on dit beaucoup de choses dessus. Il y a beaucoup de gens qui pèsent plus médiatiquement, qui disent beaucoup de conneries. Et c'est important aujourd'hui d'avoir une contrebalance justement par un milieu start-up. Et c'est un peu difficile de faire entendre sa voix sur l'intelligence artificielle. Nous, par exemple, on utilise de l'intelligence artificielle très basique, avec un algo. Le fait qu'on puisse dire légitimement qu'on utilise de l'intelligence artificielle, c'est parce que si demain vous refusez une des transactions que Bruno vous propose, le coup d'après, Bruno vous proposera probablement de mettre un petit peu moins d'argent de côté. Donc il y a un côté self-learning. Donc par définition, c'est de l'intelligence artificielle. Les premières versions de Bruno qui sont sorties, tout était paramétrique. C'est-à-dire que la suggestion qu'il allait vous proposer dépendait complètement et uniquement d'une formule de maths avec des paramètres prédéterminés. Donc ça, légalement, c'est pas de l'intelligence artificielle. Pourtant, aujourd'hui, à nos utilisateurs, ils s'en tapent royalement. Ce qu'ils veulent, eux, c'est être capable de mettre de l'argent de côté assez simplement. Quel est le discours que vous allez leur apporter? Est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une intelligence artificielle qui gère vos comptes? C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées. Et aujourd'hui, nous, on dit que c'est une intelligence artificielle qui calcule le montant. Donc on a choisi d'être très didactique, d'être parfaitement transparent. Par contre, je crois qu'on a quelqu'un de recast.ai, ça c'est des gens qui vont, eux, faire de l'intelligence artificielle autour du langage. Donc ça, c'est encore un autre domaine de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler parce qu'elle est effectivement très complexe. Et nous, on a fait le choix de ne plus en faire. La première fois qu'on a lancé Bruno, quand vous lui disiez « Salut, ça va ?» il répondait. Le coup d'après, vous lui disiez « C'est quoi le solde de mon compte ?» Il était capable de vous apporter la réponse, même si on n'avait jamais paramétré à la réponse « C'est quoi le solde de mon compte ?» lui envoyer le solde. On avait paramétré solde du compte égale la variable solde du compte. Et ça, le NLP, c'est quelque chose qui est hyper difficile à expliquer. Les utilisateurs vont systématiquement, ce qu'on a constaté dans l'utilisation du NLP, c'est que les utilisateurs allaient systématiquement chercher la petite question que le bot ne comprend pas. Et on finissait systématiquement
avec des gens qui disaient qu'est-ce que tu vas faire pour Noël, ce genre, ou c'est quoi la météo à Paris demain, on n'a aucune idée, Bruno répondait pas, et là il y a des mecs qui ont des réactions parfois un peu bizarres, qui insultent Bruno. On a constaté plein de choses comme ça. Finalement, on s'est dit que le NLP, on ne le maîtrisait pas très bien. On a choisi de l'enlever complètement. Et aujourd'hui, Bruno, c'est un robot qui marche uniquement avec des keywords. Donc vous dites solde pour avoir votre solde. Si vous tapez solde, virgule à la fin, même ça ne marchera pas. Et nous, on va vous proposer en permanence les keywords qui vous sont adaptés au moment où vous consultez Bruno. Mais ça, c'est la façon que nous, on ne fait absolument pas d'intelligence artificielle autour du langage. Alors que pourtant, il y a de vrais enjeux là-dessus. Et ça, on a dû l'expliquer aussi à nos utilisateurs. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur Bruno, on vous enverra assez régulièrement la liste de commandes que vous pouvez utiliser. Très bien, très clair. Au début, tu as parlé de où est-ce que vous en êtes dans le projet. Et j'avais une question, j'ai envie de rebondir là-dessus, et pour dire, mais aujourd'hui, dans la phase où vous êtes, est-ce que vous cherchez des gens? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous avez du mal à recruter des gens pour, du coup, travailler dans ta start-up, en fait? Ouais, donc ça touche à l'équipe. Comme je l'ai dit, moi, je bossais déjà juste pour revenir sur comment ça s'est formé. Moi, quand on a lancé Bruno, la chance qu'on a eue, c'était qu'on était 2 tech guys. Donc, on avait en nous cet ADN tech, et je pense que ça a été notre chance, mais aussi un peu notre fardeau. Quand vous commencez une startup, c'est assez marrant. Enfin, la vision que nous on a eue, c'est qu'on a essayé justement de ne pas tomber dans le piège de 2 mecs un peu techniques qui lancent une startup. Et ça, le piège, il est assez simple, c'est d'être à 2 et d'aller dans votre zone de confort qui est le code, et développer un super produit. Vous pouvez passer 1 an dessus. Aujourd'hui, en France, il y a un système de financement qui favorise énormément l'innovation. Il vous suffit de mettre en avant votre technicité auprès de certains acteurs publics pour être capable de trouver ces financements et de survivre assez longtemps. De survivre assez longtemps pour phosphorer à 2 sur des technologies hyper complexes que sont l'intelligence artificielle, que sont tout ce qu'on peut faire autour des données bancaires, de bosser là-dessus pendant 1 an, 2 ans, et de sortir un produit, et tout le monde s'en tape. Nous, du coup, on a vraiment forcé la nature, et on a été direct sur le marché. En décembre, on lançait Bruno, avec quelques fautes d'orthographe à droite à gauche, avec un robot qui parlait un peu n'importe comment, et c'est comme ça qu'on s'est confronté au marché. Aujourd'hui, on cherche effectivement à aller plus loin avec Bruno. Bruno, l'histoire s'est bien développée. Je pense qu'on a fait notre boulot pendant 1 an. Aujourd'hui, on boucle notre première levée de fonds, et on va effectivement aller chercher d'autres talents. Là encore, faut être assez lucide dans les gens qu'on recherche. On cherche certes des gens techniques qui se prennent 2 mecs un peu techniques en face en entretien. C'est un peu chiant, je pense. Mais de l'autre côté, on cherche aussi des gens qui sont capables de nous apporter une vision marketing, qui sont capables d'apporter du savoir et de la technicité dans la construction d'une marque. Ça, c'est très difficile, en fait, c'est assez subtil. Et aujourd'hui, notre principal enjeu, il est effectivement dans le recrutement, mais aussi dans le recrutement de gens qui n'ont pas du tout de background technique et qui sont capables d'apporter une véritable vision sur le futur de l'usage de la banque en France et en Europe. Okay. Maxi, tu parlais de levée de fonds, mais je ne sais pas si c'est connecté à ça, mais en tout cas, je pose la question par rapport à Facebook et le programme Startup Garage, donc de Station F. Est-ce que c'est connecté? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, donc de comment vous êtes rentré dans ce programme-là, Station F, Facebook, tout ça? Donc déjà oui, c'est un peu connecté. Quand vous faites une levée de fonds, c'est important pour vos investisseurs, je pense, d'avoir des signaux positifs, d'avoir la confiance d'un quelqu'un comme Facebook qui nous a pris dans cet accélérateur qu'est le Startup Garage. Ça a été, je pense, pour nous, un des signaux positifs qu'on a reçus et qui a pu faciliter effectivement cette levée de fonds. Le Startup Garage, juste pour bien vous expliquer, Facebook a choisi en fait
12 startups pour rejoindre un programme d'innovation. Ils ne veulent pas appeler ça un accélérateur, c'est un programme d'innovation qui se situe à la station F. Donc nous, et la station F agit déjà un petit peu comme un accélérateur. Donc nous, Bruno, en ce moment, on est toujours à Marseille, on est aussi à Paris, on est à la station F, et à l'intérieur de la station F, on fait partie du programme Startup Garage de Facebook. Et on est très fiers d'appartenir à ce programme. Ils ont choisi les startups qui sont dedans en fonction. Ce qu'on a en commun, ce qu'ont les 12 startups en commun, c'est d'avoir un énorme appétit pour la donnée et de baser quasiment l'intégralité du business model sur l'exploitation de cette donnée. Bruno, parmi toutes ces startups, est la Benjamin, en termes d'années de naissance, du moins administrative. Et on est entouré de gens qui ont énormément de talent. Il y a des gens qui ont fondé plusieurs boîtes et qui sont aujourd'hui dans le Startup Garage. Et nous, on bénéficie aujourd'hui, il y a un effet d'émulation qui est très important, dont nous, on bénéficie encore plus en tant que Benjamin du programme. Et ça a été hyper intéressant pour nous de rejoindre ça. Et aussi, bien sûr, pour tout ce que Facebook peut nous apporter. C'est mon moment publicité sur Facebook, vous m'excuserez. Mais c'est une jolie boîte qui a une vraie expertise sur le développement de communautés. Aujourd'hui, la vision qu'ils portent est quand même hyper intéressante. Je vous invite... Moi, j'avais une vision un peu sur Facebook qui était ce discours très américain, qui est hyper positif autour de la start-up, de tout ce qu'on entreprend. Facebook, là-dedans, est formidable. Ils le font mieux que personne. Et j'avais un peu tendance à y voir un peu un côté peut-être un petit peu bullshit. Et allez voir pourtant aujourd'hui ce qui s'est passé après l'élection de Trump, quand Mark Zuckerberg a pris la parole. Il n'a rien dit au début, il a pris la parole après ça. Il a fait un grand statement sur ce que construit Facebook. Et c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, en fait, peut-être que ta question suivante, ce sera qu'est-ce que Facebook retire de ce partenariat. Mais il nous demande absolument rien. Nous, on n'a pas cédé de part pour rentrer dans l'accélérateur, on ne paye rien. Facebook même nous héberge au sein de la station F. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils sont intéressés par des startups qui peuvent utiliser tous les produits de plateforme de Facebook. Et Facebook, aujourd'hui, c'est pas du tout seulement un réseau social. Alors, les gens savent qu'ils ont Messenger, Instagram et WhatsApp. Mais ils ont aussi plein de choses qui sont en train d'arriver, en train d'être construites. Et je pense que pour eux, c'est hyper intéressant d'avoir aujourd'hui des gens qui comprennent ce qu'ils vont faire et qui seront un peu les pionniers dans l'utilisation de leur plateforme. Donc allez voir certains produits de Facebook qui sont hyper intéressants et qui font écho à ce qu'a pu dire Zuckerberg récemment. Voilà. Merci. Une autre question qui touche à un autre domaine. Donc, iBruno, c'est bien une entreprise qui va dans la catégorie FinTech. Et je voulais savoir, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de réglementation, comme c'est un service, comme c'est un domaine qui est là depuis longtemps. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce qu'un frein, une opportunité, les deux? Comment vous voyez ça aujourd'hui? Ouais. Pour ça, je vais citer mon cofondateur, qui lui vient complètement du web marketing. C'est quelqu'un qui a travaillé donc, sur beaucoup de produits dans cette data agency. Le marketing, le ad tech, c'est le Far West. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a je pense une telle accélération au niveau de la technologie. Et c'est impressionnant. Et lui, quand il est rentré, quand on a lancé Bruno, on s'est pris des stops du régulateur, de différentes de banques avec qui on a voulu travailler au début. Ça a été assez compliqué. Et lui, venant du milieu marketing, m'a une fois dit « mais la prochaine, on ne fera jamais une fintech. La finance, c'est horrible, c'est trop régulé, ça nous freine, et c'est un énorme problème. Enfin, à un moment, c'est presque remis en question. On a presque remis Bruno en question à cause des régulations. En même temps, Bruno existe aujourd'hui parce qu'il y a des changements régulatoires qui font que les banques sont un peu à la ramasse. Vous pouvez regarder par exemple la DSP2, c'est la directive sur les services de paiement numéro 2. Je ne pense pas que vous allez regarder parce que c'est imbitable. Mais c'est une grosse directive européenne qui vient dire
que vos données bancaires vous appartiennent. Elles n'appartiennent pas à la banque, elles vous appartiennent à vous en tant qu'utilisateur. Et si vous faites le choix demain de vouloir les restituer à un tiers, vous pouvez le faire. Donc ça veut dire que les banques aujourd'hui doivent mettre à disposition de tiers comme Bruno les données bancaires de leurs utilisateurs. Et ça, Bruno existe parce qu'aujourd'hui, il y a des régulations qui vont dans le sens de l'histoire, qui disent que la donnée appartient à l'utilisateur. Et les banques ont probablement aujourd'hui une certaine lourdeur administrative, technologique, une lourdeur aussi un peu marketing. Ils bénéficient d'une mauvaise image, d'une image un peu écornée auprès d'une certaine tranche de la population. Et ça permet aujourd'hui à Bruno d'exister. Bruno s'engouffre dans cette brèche avec aujourd'hui l'agilité qui caractérise les startups en général. Tu parlais de tranche de population, mais aujourd'hui, iBruno, vous ciblez qui? Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, nous, nos clients, déjà, c'est une bonne question, parce que c'est probablement la question la plus importante quand vous lancez un service B2C. Je ne sais pas s'il y en a qui prévoient de lancer ça après le wagon, mais lancer une startup B2C, c'est se faire l'Everest par la face nord, dans le sens où c'est difficile aujourd'hui. Enfin, vous rajoutez une couche de complexité à votre produit, parce qu'il faut, on en parlait, être didactique, expliquer son produit à votre cible. Et il faut aussi trouver sa cible. Et c'est la première chose à faire, c'est d'être capable d'identifier qui vont être mes premiers utilisateurs. Nous, aujourd'hui, Bruno, c'est un service qui s'adresse à toute personne qui a un compte courant et Messenger. C'est très large. Nous, on a mis un certain temps à trouver ce qui est notre sweet spot, qui est les personnes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, c'est des gens qui ont étudié, qui ont fait des études, qui ont généralement entre 23, 24 et 25 ans, et qui entrent sur le marché du travail, et qui, à ce moment-là, c'est là où ils sentent le plus la pain du mauvais conseiller bancaire. Il y a sûrement de très bons conseillers bancaires, mais c'est à ce moment-là dans votre vie où généralement vous n'êtes plus forcément votre premier conseiller bancaire, généralement dans votre vie, c'est vos parents. Et après, quand vous arrivez un peu sur le marché du travail, généralement vous en êtes éloigné. Là, vous avez un besoin de conseil, parce que c'est la première fois que vous avez de l'argent. Il y a ce moment magique où un jour, un mois, vous arrivez en positif à la fin du mois, qui a été déterminant dans ma vie. Et là, généralement, c'est important d'avoir un conseiller bancaire, et c'est là où on se rend compte du mauvais système bancaire en France qui veut que les conseillers bancaires, généralement, distribuent les produits de leur propre banque. Donc il y a une notion de conseil qui est hyper biaisée, et je pense que c'est à ce moment-là où Bruno arrive avec un discours assez percutant, qui est de dire « mais nous, on va te faire mettre de l'argent de côté hyper simplement, et tout va être automatique ». Et c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on vient toucher cette cible, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que du coup l'innovation, c'est Bruno un meilleur conseiller bancaire, ou il y a une autre innovation par rapport aux banques traditionnelles que Bruno vient apporter aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Tu poses beaucoup de bonnes questions. Non, enfin, la première chose, la première innovation qu'on met en avant avec Bruno, c'est juste l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie noblesse, ou du moins vous pouvez construire une boîte uniquement en proposant une expérience utilisateur meilleure. Il y a des produits qui existent, qui sont poussiéreux. Si vous y mettez une meilleure expérience utilisateur, ça peut faire une société en soi. Avec Bruno, donc la première chose qu'on met en avant, c'est cette expérience utilisateur. Bruno, on met de l'argent de côté automatiquement. Tout se passe effectivement dans Messenger, qui est en fait finalement juste un moyen de vous notifier assez simplement. C'est le moyen d'interagir avec notre service. Vous n'avez pas à télécharger d'application. Donc c'est vraiment la première chose qu'on met en avant, c'est l'expérience utilisateur. La deuxième chose qu'on va mettre en avant, c'est ce surplus d'intelligence qu'on est capable d'apporter par rapport à une banque traditionnelle. Ce surplus d'intelligence, il vient d'un asset qui est complètement séparé aujourd'hui dans Bruno. Aujourd'hui, pour parler un peu technique, il y a une application Bruno qui communique avec Messenger et qui va traiter vos données et qui va récupérer vos données bancaires. Et ça, elle l'envoie dans un asset qu'on a appelé le cerveau de Bruno, le brain,
Et c'est ce brain-là qui va traiter vos données et être capable d'identifier le montant exact que vous pouvez mettre de côté. Ce brain, aujourd'hui, une de ses premières missions, c'est d'identifier le montant que vous pouvez mettre de côté dans la semaine. Mais aujourd'hui, nous, on le développe pour être capable d'identifier, d'être capable de produire encore un peu plus d'intelligence par rapport à vos données bancaires. Donc, il y a vraiment deux choses dans Bruno. La première chose, c'est l'innovation d'usage. Et la deuxième, c'est cette intelligence collective de la donnée. Merci. Donc, tu as parlé de Facebook. Donc, je reviens sur Facebook. Donc, pourquoi Facebook et pourquoi un bot Messenger? Pourquoi pas un autre bot? Pourquoi pas un bot en interne que vous avez développé vous-même? Pourquoi ces deux choix, Facebook et le bot Messenger? Ouais, le bot, ça a été aussi une grande question. Je pense qu'au début, on y a vu... je pense qu'il y a eu une opportunité de techno. Messenger a lancé sa plateforme en avril 2016. Nous, ça a été un des facteurs déterminants qui nous a poussé franchement à se lancer à fond sur Bruno. Mon associé avait travaillé pas mal sur le NLP. Moi, je venais d'Asie, où j'ai vu les applications de messagerie juste éclater le marché. J'ai une foi absolue dans les applications de messagerie. Regardez aujourd'hui ce qui se fait avec WeChat. C'est franchement impressionnant. Donc on avait, je pense, une sorte de biais naturel vers les applications de messagerie. On a voulu partir sur Messenger immédiatement. Et en fait, ça a été assez difficile. Il y a eu pas mal de choses dites autour des bots. Il y a eu beaucoup de bots à se lancer. La qualité était parfois inégale. Je veux bien dire que Bruno a parfois participé aussi à ça. Et je pense que ça a été assez difficile pour les utilisateurs de comprendre qu'est-ce qu'un bot, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que c'est une nouvelle app, est-ce que c'est un copain à qui je parle. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les technos de NLP et d'intelligence artificielle. Et nous, le bot, la façon qu'on a de voir aujourd'hui Messenger et les bots, c'est qu'on parie fortement sur Messenger, on est content d'y aller, mais ce n'est pas aujourd'hui une profession de foi qu'on va faire sur toute notre vie. Bruno, un jour, s'il faut aller sur une application pour aller toucher une autre tranche d'âge, on développera une application. Aujourd'hui, Bruno, c'est encore une très jeune entreprise. On a besoin d'aller conquérir la première tranche de nos utilisateurs. On peut parler de quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Et ça, on va le faire avec Messenger. Parce que dans notre catégorie d'utilisateurs, on le dit, premièrement, il y a le phénomène d'app saturation qui fait que c'est difficile de faire télécharger une nouvelle application dans les portables. Aujourd'hui, Messenger, vous n'avez pas d'application à télécharger, vous allez juste dans Messenger, vous tapez Bruno FinTech tout attaché, vous lui parlez, ça y est, vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté. La deuxième chose, c'est que, comme toutes les nouvelles plateformes qui se lancent, il y a un phénomène, il y a un misprice à l'acquisition au tout début. Quand l'App Store s'est lancé, les premiers mecs qui ont réussi à développer des applications correctes sur l'App Store ont chopé des milliers d'utilisateurs. Et nous, aujourd'hui, on pense qu'on est les plus malins, qu'on va aller plus vite que les autres et qu'on va développer, on l'a développé aujourd'hui, un robot qui met de l'argent de côté automatiquement, hyper simplement, et qui est disponible déjà dans Messenger. Et ça, nous, on l'a fait, quand on voit aujourd'hui notre faculté à driver du flux, à driver des utilisateurs vers notre bot, on est très content du pari qu'on a fait d'aller vers Messenger. Mais on ira aujourd'hui, même dans la façon dont Bruno est développé, on pourra switcher sur, ne serait-ce même que des SMS ou du WhatsApp à plus long terme. Tu as parlé des autres, c'est qui les autres, les concurrents? Qu'est-ce que, du coup, aujourd'hui, vous considérez comme votre première valeur ajoutée par rapport à eux? Alors, déjà, qui sont nos concurrents? En premier lieu, nos concurrents sont les banques. Elles proposent des services de gestion d'argent. Vous pouvez aller voir vous pouvez toujours aller voir votre conseiller bancaire. Ça, c'est la première partie des concurrents. Il y a une deuxième partie qui est aujourd'hui un peu les agrégateurs bancaires,
qui essaye de rajouter une surcouche de conseils sur l'agrégation de comptes, donc le fait de pouvoir mettre votre compte dans la banque rouge et votre compte dans la banque verte dans une seule et même application au sein de votre téléphone. Nous, on va un petit peu plus loin et on dit, non seulement on est capable d'agréger vos comptes, mais on est en plus capable de bouger l'argent en votre nom. Donc ça, c'est une couche supplémentaire dans ce qu'on fait, c'est qu'on est une plateforme bancaire, on est capable d'ouvrir des comptes en votre nom et de se charger de la gestion de votre argent. Donc nous, aujourd'hui, ça c'est nos premiers avantages aussi. Le business model est différent. On est sur Messenger. Voilà, je crois que ça répond... Très bien. Par contre, tu es allé très vite sur la partie bot. Je parle à un bot sur Messenger et j'ouvre un compte. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette partie, de la partie technique un peu, de comment j'ouvre un compte à partir d'un bot et comment c'est sécurisé, tout ça, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, donc pour vous engager avec Bruno, vous allez commencer à lui parler. Il va vous... Déjà pour l'instant, on est sur un service, on cherche à maîtriser un peu notre croissance. On a eu quelques surprises la première fois qu'on a lancé Bruno. Donc aujourd'hui, il y a un système d'invitation qui permet à nous de maîtriser un peu mieux notre nombre d'utilisateurs. Une fois que vous recevez votre invitation, vous rentrez dans un funnel d'onboarding qui va être fait en 4 étapes. Donc je crois qu'on l'a mesuré, on peut ouvrir un compte en 1 minute 07. Donc vous rentrez vos informations sur la première page. Sur la deuxième page, vous synchronisez votre compte Messenger avec votre identifiant Bruno, de telle façon qu'on soit capable de vous parler ensuite dans Messenger. Sur la troisième étape, vous allez lier votre compte bancaire avec Bruno. Donc tout simplement, vous rentrez, on va avoir besoin de capter vos logins et mots de passe bancaires de votre banque actuelle pour être capable d'aller chercher vos données bancaires et vous apporter le conseil le plus fin possible en termes de montant épargné. Et sur la quatrième étape, vous validez tout ça, vous cochez des cases réglementaires qui sont importantes, à ne pas négliger, qui sont donc sur une page à part. Et donc en 4 étapes, vous ouvrez un compte Bruno chez nous. Donc, merci, très clair. On arrive à la fin du talk. Donc j'ai une dernière question pour toi. Donc plus personnelle. Donc depuis quand tu t'intéresses au bot? Comment cette idée est venue de vraiment tout mettre dans un bot? Depuis quand tu... Ouais, justement, on en parlait. C'était avec, on a parlé de WeChat et des applications de messagerie. Et en fait, moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur quand j'ai passé 5 ans de ma vie à Hong Kong, où j'ai découvert... Hong Kong, c'est collé à Shenzhen. Et Shenzhen, c'est l'endroit où vous avez Baidu, Alibaba et Tencent. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment, en fait, mes potes en Europe regardent aujourd'hui la Silicon Valley comme un innovateur majeur, ce qu'elle est, mais ne se soucient pas tellement de ce qui se passe aujourd'hui en Chine et en Asie de façon plus générale. Et il faut vous rendre compte de ce qui se passe là-bas. Ces sociétés sont des innovateurs absolument monstrueux. Allez voir ce que fait WeChat aujourd'hui avec des mini-apps. Donc ils ont ouvert WeChat aux développeurs via un système qui s'appelle les mini-apps. Ça, j'attends de voir un petit peu... le produit Messenger évolue très rapidement. C'est le produit le plus dynamique de Facebook, je pense. Mais ce que fait WeChat est aussi très impressionnant. Et allez regarder un peu aussi ce qui se passe là-bas. Et moi, ça m'a convaincu que les applications de messagerie étaient le futur OS de votre mobile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Bruno est avant tout sur Messenger. Merci, très clair. Donc maintenant, c'est le temps pour les questions du public. Donc il y a un micro. Voilà. Donc si vous avez une question, vas-y. Ouais, du coup, je commence sur une première question. Ouais, déjà, merci pour la présentation du produit et toute l'histoire autour de Bruno.
Au début, on évoquait les questions sur comment vulgariser le produit et déjà expliquer. Tu nous l'as fait nous en 1 minute, mais quelqu'un sur une landing page, il n'a pas 1 minute pour comprendre Bruno. Il y a une autre question que j'avais en tête, c'est une fois que tu rentres dans ton process d'onboarding, tu es intéressé, tu fais une demande pour avoir accès au service. Il y a quand même une barrière d'entrée qui est de donner ses logins de banque, pour moi, qui est énorme. C'est un service que je ne connais pas. C'est un bot qui a l'air peut-être sérieux, bien construit. Il y a un discours, tout ça, mais je suis persuadé que vous avez pensé une stratégie et que vous avez une façon d'appréhender ça, mais de quelle manière est-ce que tu rassures ton user qui ne te connaît pas pour te donner des données aussi sensitives que peuvent être un compte bancaire, ton ID bancaire et tes identifiants, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, on teste en permanence différents. Donc cette page-là, dans le funnel, elle est hyper importante, mais il y a tout le travail que tu fais avant. Donc, juste pour revenir déjà sur la description de Bruno, on a une baseline qui est de mettre de l'argent de côté sans même t'en rendre compte. Qui, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est ne serait-ce que la consultation de la FAQ, qui est hyper importante et qui permet... nous, on utilise notre transparence et la FAQ pour réchauffer notre audience. Ce qui fait que généralement, on ne souhaite pas que la personne elle rentre dans le funnel le plus tôt possible pour que, d'un côté, on peut un peu la piéger et la retenir. On sait très bien que de toute façon, la personne elle a besoin de comprendre Bruno. Donc il y a tout un enjeu, encore une fois, de pédagogie autour du produit. Et ça, c'est... Voilà, on a testé plusieurs choses. Comment tu développes une FAQ? Est-ce que tu fais une FAQ avec juste 4 questions ou est-ce que tu fais une FAQ Zendesk qui peut partir dans 3 sous-domaines différents? On a testé plein de choses. Aujourd'hui, sur ce funnel, même au niveau de la page, où tu inputs tes logins et mots de passe bancaires, ça renvoie justement vers la FAQ. Encore une fois, la pédagogie pour moi fait tout. Si c'est bien expliqué, ce qu'on fait avec tes logins, ce qu'on fait avec tes données bancaires par la suite. Par exemple, nous, c'est important. On ne vend pas tes données bancaires. Et par ailleurs, Bruno n'utilise pas les libellés de tes transactions. Donc, on est capable de tout faire uniquement en agrégeant, en observant les montants qui passent sur ton compte. Donc, être capable d'expliquer ça et quand l'user comprend, déjà, ça nous a vachement aidé. Par ailleurs, je ne sais pas quel âge tu as, je ne me permettrai pas de demander, mais nous, on a observé vachement les comportements d'utilisateurs en fonction de l'âge. Aujourd'hui, notre client principal a 24-25 ans. Dès qu'on voit des personnes un peu plus âgées, on peut avoir cette donnée-là en agrégé via Facebook, arriver sur cette page-là. Effectivement, après 30 ans, le bump rate augmente. Et nous, pour notre cible, on est hyper satisfait, en tout cas aujourd'hui, du taux de rebond qu'on voit sur cette page. Ok, top, merci. Oui, bon, pardon. Tu disais 23 à 24 ans pour l'utilisateur principal, enfin en tout cas votre cible principale. Malgré tout, à cet âge-là, ce n'est pas forcément des gros revenus. Est-ce que vous engagez sur un montant minimal d'économie? Et après, est-ce que vous avez, j'imagine que c'est le cas, envisagé de rendre ces clients captifs? Parce que comment vous gagnez de l'argent sur des petites sommes? C'est une très bonne question. Nous, d'un côté, alors 23-24 ans, est-ce qu'on s'engage sur un montant d'économie? Non. Ensuite, il y a juste la façon dont on considère les économies. Est-ce que c'est de l'argent c'est de l'argent que je mets de côté pour 10 ans? Ça, effectivement, donc ce sera en quelque sorte de vraie long-term économie. Là-dessus, effectivement, la cible 23-24 ans, parce que même, moi, je ne mettais pas d'argent de côté à 23-24 ans. Par contre, à 23-24 ans, on a envie de partir en voyage, on a envie de s'offrir un vêtement, de réparer son chauffe-eau. Et là, on a besoin de mettre temporairement de l'argent de côté. Et le compte Bruno le fait aussi pour vous. Ce qu'on offre avec le compte Bruno, c'est aussi des retraits gratuits et illimités.
Et le compte Bruno est gratuit par ailleurs. Donc, à cette cible-là, en tout cas, on leur dit, viens, gère ta vie, tes projets, c'est sur ton compte Bruno, c'est pas sur ton compte courant. Ton compte courant, c'est un compte transitoire sur lequel tu as greffé une carte bleue, sur lequel tu mets tes factures et sur lequel tu reçois ton salaire. Et pour répondre ensuite à la deuxième question, qui était comment nous on se rémunère, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et nous, justement, notre pari, c'est de dire en agrégé, justement, si on arrive à avoir ce rôle suffisant, on va avoir suffisamment d'utilisateurs qui vont même épargner ne serait-ce qu'une centaine d'euros et la laisser ne serait-ce que pour 1 mois ou 2 mois, on va acquérir suffisamment de volume nécessaire. Et nous, ensuite, la façon dont on gagne de l'argent, c'est qu'on prend un cut sur la partie d'argent qu'on va te faire gagner. Donc nous, d'ici 6 mois, notre promesse, c'est aussi d'apporter que le compte Bruno soit rémunéré. Et donc dans 6 mois, on rémunérera les dépôts sur le compte Bruno. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est quelque chose qu'on construit là maintenant, et nous, on prendra une partie de cette rémunération, et ce sera notre rémunération à nous. Deuxième question, est-ce que l'objectif final, c'est de grandir, que Bruno grandisse, ou de se faire racheter par une banque, étant donné que pour les banques, la cible privilégiée, c'est également les jeunes, puisque le modèle économique d'une banque repose sur les clients tout au long de la vie. Une fois qu'on a les parents, on a les enfants. Est-ce que c'est comme ça, c'est la vision de Bruno, ou est-ce que c'est une vision totalement différente des banques classiques? Non, nous, c'est marrant, les fintech, il y a vraiment deux mondes qui s'opposent. Il y a des gens qui vont chercher une licence bancaire, qui le font progressivement et qui vont aujourd'hui pousser un produit qui n'a pas besoin de licence bancaire, mais ça va être quelque chose, ça va être une fin en soi d'aller chercher cette licence bancaire. C'est le cas par exemple de Number 26 qui aujourd'hui s'oppose complètement aux banques. Nous, c'est pas forcément notre vision. Notre vision, c'est qu'il y a des choses que les banques font très bien, notamment le core banking, qui est l'idée de mettre juste des crédits en phase de dépôt. Et puis vous gérez un peu les deux, vous gérez votre risque de crédit. Il y a des gens qui ne les remboursent pas. Et en face, il y a des dépôts que vous pouvez rémunérer via l'argent que vous gagnez sur les crédits. Il y a quelques banques qui le font très très bien. Par contre, là où les banques sont effectivement pas très fortes, c'est sur la distribution, le conseil, l'usage, l'expérience utilisateur. Et nous, on vient vraiment se mettre comme une couche de distribution de produits bancaires. Donc nous, on noue des partenariats aujourd'hui avec des manufactureurs bancaires, si tu veux les appeler comme ça. On va prendre ces produits, on va les distribuer de façon plus intelligente, plus facile, grâce à notamment la couche d'intelligence qu'on est capable de mettre en fonction de la lecture des données qu'on fait de votre compte courant. Et donc là, on accède à une distribution qui est beaucoup plus fluidifiée, beaucoup plus efficace. Et nous, c'est comme ça qu'on va grandir, en maximisant notre nombre d'utilisateurs final. Donc le but de Bruno, c'est d'aller chercher plus d'utilisateurs. Une fois que vous aurez atteint une masse critique d'utilisateurs, les banques rachètent beaucoup les fintech. Pour les banques, c'est intéressant. Elles observent, c'est les banques qui ont l'argent. Donc elles observent les fintech. Une fois qu'elles sont arrivées à une certaine maturité, elles les rachètent. On le voit, ça commence à arriver. Par exemple, pour des marques assez emblématiques, on construit une marque, mais qui en même temps n'était pas vraiment rentable. Par exemple, KissKissBankBank a été racheté par la Banque Postale. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce genre de finalité-là, ou est-ce que vraiment c'est de proposer quelque chose qui soit différent et une fois que vous serez capable de capitaliser sur la donnée, de proposer un service réellement différent des banques? Nous, on s'inscrit dans la création d'un service réellement différent des banques, pour répondre clairement à ta question, pour nuancer quand même un peu ça. Aujourd'hui, quand tu lances un service comme ça, être capable de dire ce qu'il en sera exactement de ton domaine d'ici 3 ans, c'est difficile. Aujourd'hui, même moi personnellement, de dire qu'il y aura un rachat dans 3 ans, c'est difficile de dire aussi. Ton rachat, il fait appel à tes investisseurs. C'est pas forcément une décision. C'est des décisions. En tout cas, moi, naturellement, je suis pas enclin à ce rachat. J'ai envie aujourd'hui de porter un projet ambitieux qui vient modifier la façon dont le marché retail utilise des produits bancaires. Voilà, maintenant, de savoir exactement ce qu'il en sera dans 4 ans. Aujourd'hui, Stripe est plus proche de Facebook que de JP Morgan. Je ne sais pas ce qu'il en sera d'ici 4 ans.
Ouais. Tu as un peu répondu aux questions que je voulais poser parce que c'était sur comment est-ce que tu te rémunères vu que tu as deux choses très intéressantes, la data d'un côté et l'argent de l'autre. Donc, mais tu as un peu répondu à la question. La deuxième question que je voulais poser, c'était vu que tu es une application, et les applications, elles ont tendance à envoyer beaucoup de push notifications pour rappeler je suis là, et à la fois, toi, tu fais un produit où on a tendance à vouloir avoir envie d'oublier cet argent de manière à le mettre de côté. Comment est-ce que tu vas gérer ces deux choses qui sont un peu contraires, quoi? Bah, nous déjà, aussi Messenger, on est hyper content d'être parti vers Messenger parce que Bruno, c'est un produit, effectivement, nous, la façon qu'on a d'imaginer ça, c'est de dire qu'on est un assistant, on est un assistant pour toi, et on pense que, au contraire, nous, on fera notre boulot quand tu oublieras Bruno. Et dans Messenger, on a aujourd'hui, on a des notifications légales à envoyer, quand même, sur notre travail, mais justement, c'est plus sympa aujourd'hui d'être notifié, je trouve, dans une application de messagerie, qui est un endroit où toi, tu t'attends à être notifié, que de badger une énième application dans ton portable. Et donc nous, on fait juste un travail d'information qui est en plus, on pousse en avant, généralement c'est plutôt des notifications agréables. Donc, Bruno te dit, t'as passé le cap des 100 € sur ton compte Bruno, c'est plutôt cool, et puis c'est ce genre de push qu'on fait. Moi, je me pose la question, est-ce que ça va me rapporter plus d'argent que ma banque traditionnelle en termes d'épargne? Ouais. non, le compte Bruno sera rémunéré l'année prochaine. Donc, a priori, cet argent, c'est de l'argent. Naturellement, nos utilisateurs ont plutôt tendance à le laisser sur leur compte courant qui est non rémunéré. Donc, nous, c'est intéressant pour nous. Enfin, c'est intéressant pour nous et pour les utilisateurs d'avoir cet argent sur le compte Bruno. Donc, après, l'idée n'est pas... Enfin, l'utilisation de Bruno, il y a très peu de nos clients qui, aujourd'hui, nous demandent exactement quel sera le taux d'intérêt qui sera versé sur ce compte. C'est pas... Enfin, de toute façon, comme c'est des petites sommes, enfin, le taux sera autour d'1%, mais c'est des petites sommes, c'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est de pouvoir te dire, en fait, là, Bruno, il est en train de me dire que dans 4 mois, je vais avoir mis 250 € de côté. Et en fait, mon budget vacances, par exemple, le billet d'avion que je vais prendre, je peux me permettre d'aller là. Je sais que je suis pas en train de me saigner pour partir en vacances d'ici 4 mois. Et genre, par exemple, si j'ai 1500 € à chaque fois en fonds de roulement là, dans mon compte en banque, ouais. Est-ce que dans 4 mois, si je fais rien et que j'ai Bruno, qu'est-ce que j'ai? C'est ça qui m'intéresse aussi. Bruno, il est capable, justement, l'algo détecte hyper bien ton fonds de roulement et justement va venir, c'est pas, si tu as 1500 € qui restent et qu'après, par-dessus, tu as ton compte courant qui bouge comme ça, entre guillemets, c'est 1500 € qui ne te servent à rien, et l'algo Bruno va venir te proposer progressivement, semaine après semaine, et généralement en augmentant à chaque fois, si tu acceptes la proposition, pour venir, justement, il vient chercher, lui, ses 1500 € pour les transférer sur ton compte. Mais je peux retirer à tout moment? Et tu peux retirer à tout moment, l'argent est disponible en 24 heures. Voilà. Bon, bah, vous avez, je vais essayer. Tu seras sur liste d'attente. D'ailleurs, j'ai pas compris ça, j'ai essayé juste maintenant, là j'ai une liste d'attente, c'est bizarre. Hein. Bah ouais, non, mais nous c'est hyper important, enfin, quand tu lances un service pareil, nous on fait le choix d'aller vite, on fait le choix parfois on va pousser ce service, de toute façon nous on est sûr in fine il n'y a pas de chemin qui permette à l'argent de s'évaporer dans le design de Bruno. Par contre, on n'exclut pas, quand on a lancé Bruno, on a ouvert 200 comptes le 15 septembre, il y a eu des bugs. Le premier bug a été assez violent. Je me tire une balle dans le pied, mais je vais le raconter. On a envoyé les prélèvements qui partent donc normalement de ton compte courant. On avait tout testé sur mon compte à moi.
Et le jour où on a fait partir les premiers prélèvements sur ces 200 comptes, le compte qui a été utilisé pour faire les prélèvements, en fait, c'était mon compte. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si le brain s'était mis en route, enfin, vous gagnez de l'argent, c'était juste mon argent qui partait chez vous. Donc là, c'est plutôt, en fait, non, c'est plutôt hyper positif pour vous. Vous pouvez dire que quand il y a des bugs, vous gagnez de l'argent gratuitement. Mais voilà, il y a des bugs dans Bruno, et nous, on fait le choix d'aller vite. J'ai oublié le début de ta question, mais... C'est ça, mais du coup, comment je fais là pour utiliser? Parce que je voulais l'utiliser, j'ai voilà. même pas Et donc, pu. du coup, quand tu fais face à ce genre de bug, c'est hyper important quand même de maîtriser ta croissance, d'être sûr que tu fais pas n'importe quoi avec 10 000 comptes. Aujourd'hui, on a une liste d'attente qui est un peu fournie, et on onboard progressivement dès qu'on se sent suffisamment en confiance aussi avec le nombre d'utilisateurs qu'on a. Là, on a à peu près 400 comptes ouverts. Ça nous va très bien pour l'instant, et on poursuit comme ça. Merci, en tout cas, ça fait vraiment sens. Ouais, j'ai une question sur le modèle économique. Alors j'entends voilà, que vous allez vous rémunérer sur les intérêts que vous allez reverser à vos utilisateurs. Est-ce que vous n'auriez pas également un business model à exploiter au niveau de la data que vous collectez sur les transactions? Voilà, c'est que vous envisagez de faire ou... Là, pareil, on s'est posé la question, on se pose la question, et je pense qu'on se posera la question. Aujourd'hui, nous, la vue qu'on a, c'est de dire que la population des gens qui ont, on va dire, 23-24 ans aujourd'hui, elle est quand même plus éduquée à l'usage qui est fait de ces données personnelles aujourd'hui. Et je pense que ce serait bénéfique pour Bruno à court terme d'utiliser cette donnée. Effectivement, on voit très bien l'usage qu'on pourrait en faire pour gagner de l'argent. Je pense que dans une optique à plus long terme, pour répondre à la question là-bas, qui est pour nous d'en faire une application qui a un très grand nombre d'utilisateurs. Nous, on est clair pour l'instant. La source de monétisation de Bruno, c'est de rester dans une enceinte financière. Donc les services qu'on propose sont des services financiers. Bruno est un service bancaire. Et c'est comme ça que Bruno se rémunère. Et les services qu'on propose à l'utilisateur sont des services bancaires. D'accord. Et donc, du coup, remarque un petit peu liée. Je ne sais pas si tu connais Digit. Enfin, tu dois connaître Digit, qui est un concurrent, mais qui opère que sur le marché américain. Moi, j'ai suivi un petit peu ce qu'ils faisaient, et ils avaient un business model un peu comme ça, où ils permettaient que les comptes rapportaient de l'argent aux utilisateurs, et ils prenaient une partie des intérêts qui reversaient aux utilisateurs pour se rémunérer, et ils ont complètement changé de modèle, et ils ont été, aujourd'hui, il me semble qu'ils font payer leurs services, je ne sais plus, quelques dollars par mois après une période d'essai. Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? C'est hyper intéressant la façon dont Digit l'a fait. En gros, donc, Digit se rémunérait sur les intérêts qui étaient déposés dans les comptes Digit via des partenariats, donc de façon assez similaire à ce que Bruno propose aujourd'hui. Et Digit ensuite a récemment changé de business model en disant, en fait, maintenant c'est mes clients qui me rémunèrent directement et j'ai plus de comptes à rapporter à mes partenaires bancaires derrière. Donc aujourd'hui, un compte Digit, ça vous coûte $36 par an, si je ne m'abuse, et vous allez effectivement en fait gagner de l'argent à partir du moment, je crois, où vous avez plus de $1000 sur votre compte via les intérêts qu'ils vous reversent. Et c'est un switch qui a été hyper important pour eux. Et en fait, ça a trait à qui possède le client. Et c'est des enjeux légaux qui ne peuvent pas être comparés maintenant entre les États-Unis et l'Europe, qui ont des politiques bancaires un peu différentes. D'accord. Et dernière question, des ambitions internationales ? Ouais, en Europe, justement, complètement. D'accord. C'est la techno. Donc en gros, vraiment, il y a une vraie frontière entre les États-Unis et l'Europe en termes de technologie bancaire. Par exemple,
Les virements aux États-Unis, c'est fait avec la techno ACH, et en Europe, c'est fait avec la techno SEPA, Single Euro Payment Area. Donc, rien que d'un point de vue techno, ce que fait Bruno, enfin, le jour où on le passeporte, c'est assez transparent. Il faudra qu'il apprenne à parler anglais, mais sur 12 keywords et les réponses associées, je suis sûr qu'il s'en sortira. Et toute dernière question, aujourd'hui, vous, chez Bruno, à chaque fois qu'un utilisateur va mettre de l'argent de côté, que vous faites une recommandation, comment ça se passe? J'ai pu voir sur votre site que vous travaillez avec MangoPay. Ouais. Donc du coup, je suppose que vous devez payer des frais sur chaque transaction qui sont effectuées. Ouais, exactement. Nous, on a un business model où on perd de l'argent sur le service Bruno, comme il est maintenant. On gagnera de l'argent quand on fera gagner de l'argent à nos utilisateurs. Mais pour l'instant, on a plusieurs fournisseurs avec nous. MangoPay, ils vont faire le back-end ils vont nous fournir l'architecture, la plateforme bancaire. On utilise aussi GoCardless, qui est un acteur du prélèvement SEPA, qui est une boîte anglaise. Voilà, ça, effectivement, on paye de l'argent ici, avec des coûts relativement bien maîtrisés, puisque de toute façon, c'est nous qui initions les paiements. Donc c'est assez transparent pour nous, et tu peux pas avoir la formule de maths qui fait que si jamais tu crois trop vite à un moment, tu peux éclater ton cash et partir tout droit dans le mur. Il n'y a pas de possibilité là-dessus, parce que nous, de toute façon, à tout moment, c'est nous qui initions pour l'instant, donc pour répondre, c'est uniquement le brain de Bruno qui te permet de mettre de l'argent sur ton compte Bruno. Les utilisateurs, il n'y a pas un utilisateur qui peut dire j'ai 1500 € sur mon compte, je souhaite faire un transfert. Le brain maîtrise tout. Enfin, nous, on contrôle l'usage du compte Bruno assez facilement. Ok, merci. Moi, j'avais une petite question autour de la masse critique. On a un peu évoqué le sujet, on a un peu tourné autour. Ce que je voulais savoir, c'est, vraiment, je m'adresse à l'entrepreneur, c'était comment tu avais réussi à définir cette masse critique. Peut-être que c'est une question que tu te poses assez régulièrement et qui est peut-être mise à jour au fur et à mesure. Et comment tu as été déterminé, en fait? Effectivement, c'est une question qui se pose toujours. Nous, on a une masse critique de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, en gros. Et après, c'est la seule fois où je pense où j'ai pu utiliser à bon escient mes skills de banquier dans Bruno. C'était dans la modélisation sur le nombre de transactions, le coût par transaction, le coût de gérer l'infra de banque derrière, combien épargne par mois, combien est-ce que tu es capable de faire épargner. Ça te fait une formule un peu compliquée. Tu t'étends ça dans un Excel et à un moment, tu arrives à un chiffre assez clé où tu peux voir que tu arrêtes de brûler du cash et que tu en gagnes. D'accord, donc ça veut dire que quelque part, tu es capable de déterminer des profils d'épargnants, Bruno, et tu es capable de savoir en fonction de la personne qui va s'inscrire sur Bruno, dans quelle mesure elle sera capable d'épargner. Là, ça c'est ce que fait pour le coup la techno Bruno. Après, moi, en tant qu'entrepreneur, tu faisais plus appel, je pense, à comment tu modélises un peu ton business model, ta croissance. Et nous, notre croissance, ça dépend du nombre d'utilisateurs et de l'argent déposé par utilisateur. Donc ça, après, tu fais des suppositions, et puis on espère être dans les clous. Voilà, c'est toi après le risque que tu prends toi en tant qu'entrepreneur sur la croissance de ta boîte et sur ta faculté à délivrer cette croissance. Mais tu n'as pas un profil d'utilisateur justement qui est plutôt qu'un autre? Si, ouais, les mecs de 65 ans vraiment blindés. Mais clairement, qui n'utilisent pas de chatbot aujourd'hui? Non, donc nous aujourd'hui, effectivement, nous c'est pour ça, quand tu lances ça, tu peux regarder ta métrique principale soit en AUM, Asset Under Management, qui va être épargne fois nombre d'utilisateurs. Nous, on a choisi
de se focaliser sur le nombre d'utilisateurs. Et c'est un gros choix. Et donc nous, on n'a pas comme métrique principale aujourd'hui la maximisation de notre profit. Et c'est hyper important. Aujourd'hui, sur Bruno, comme il est maintenant, cherche à maximiser son nombre d'utilisateurs. D'accord. Et justement, cette masse critique, vous avez prévu de l'atteindre comment? Aujourd'hui, je pense que vous êtes plutôt sur un scénario prudent et c'est ce que tu racontais avec les quelques écueils que vous avez rencontrés quand vous avez lancé le produit. La dizaine de milliers d'utilisateurs, tu l'atteins comment? Justement, c'est là aussi où le choix de Messenger est pertinent, c'est de dire que nous, on est les premiers sur cette techno. Il y a plusieurs outils qui sont en train de développer Facebook pour faire du Facebook to Messenger, Instagram to Messenger et Messenger to Messenger. Il y a un certain nombre d'outils qui vont arriver dans Messenger et qui vont démocratiser la gestion, ou du moins l'usage, un usage monétaire à l'intérieur de Messenger. Et donc d'où l'idée de positionner Bruno en leader sur cette techno, c'est en soi une stratégie d'acquisition. Par ailleurs, ils sortent aussi le produit Discovery qu'ils ont sorti vendredi dernier, que vous avez en bas à droite du Messenger en ce moment, et qui est une sorte d'App Store de Messenger. Et aujourd'hui, Bruno, en fonction de votre historique de navigation de Facebook, apparaît généralement en deuxième place du bandeau finance. Voilà. Donc, merci Florent, merci pour toutes tes questions précises, à toutes nos questions. Donc, nous sommes à la fin du talk et je vous invite à continuer la soirée autour d'une bière. Encore merci Florent. Merci.